En compagnie de M. André Villeneuve, député de Berthier. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Alors, la session parlementaire à Québec est terminée, c'est terminé dernièrement. Quel est le bilan que vous pouvez faire de cette session? Bien, ça pourrait être un bilan très lourd, parce que c'est un gros bilan, je pense. Parce que ce que moi, j'en ai retenu, c'est un gros bilan. D'abord, vous dire que on a fait, et notre chef, on aura la chance d'en parler plus loin peut-être, là, on a proposé au gouvernement, la main tendue, comme on dit, on a proposé d'être une opposition constructive. Et donc, on a proposé au premier ministre, étant donné la situation économique actuelle, étant donné le climat d'austérité du gouvernement, on a proposé qu'il y ait un sommet économique qui se tienne à l'automne. Le gouvernement, malheureusement, a rejeté l'idée de ce sommet économique-là. C'eût été l'occasion, justement, peut-être de pouvoir se donner une politique, un nouvel élan sur le plan économique. Donc, le gouvernement l'a refusé. On a aussi proposé de mettre en place un observatoire sur l'intégrisme religieux. Alors, pourquoi un observateur ou un observatoire, peu importe le terme, là, on ne se perdra pas dans la sémantique, Oui. là, mais disons un observateur de l'intégrisme religieux. Pourquoi? Parce qu'il faut agir en prévention. Il faut donc agir en amont. Et donc, en haut, toujours, pour être sûr d'éviter des situations qu'on a vécues dernièrement de certains de nos jeunes qui sont partis combattre avec l'État islamique, là, et tout ce que ça engendre comme problème. Autre chose, au niveau de la session parlementaire, je vous dirais l'annonce du ministre Blais de l'abolition des élections scolaires. À mon avis, c'est un recul important sur le plan démocratique. Je comprends que les commissions scolaires ne sont pas à la saveur du jour au Québec. Les gens ont des choses à leur reprocher, puis je pense que d'une certaine façon, avec raison. Par ailleurs, on est arrivé à faire le procès des commissions scolaires, puis l'aboutissement, c'est l'abolition des élections scolaires. C'est malheureux. Moi, je trouve ça malheureux. À mon avis, c'est vraiment un recul de la démocratie. Et je pense qu'on aurait eu tout intérêt à essayer de trouver des solutions, parce qu'il y en a des solutions pour permettre à ce palier de gouvernement-là de pouvoir continuer à faire ce qu'il faisait. Et une des solutions, c'était tout simplement de permettre, lors d'une élection municipale, que l'élection des commissaires se fasse en même temps qu'une élection municipale, donc probablement à coût nul ou presque nul, en tout cas beaucoup moins cher, et assurément une meilleure participation des citoyens par rapport à cela. Bon, enfin, bref, le gouvernement semble avoir pris sa décision et il ne nous dit pas ce qu'il va y avoir. Alors ça, c'est vraiment la façon de faire du gouvernement actuel. On abolit des choses, mais on ne dit pas ce qu'il va y avoir. Donc, on dit, on détruit votre maison, mais on ne sait pas où vous allez habiter tantôt. Exemple, une petite image, là. Bien, c'est plus que futur incertain, c'est carrément pas d'avenir, parce qu'on dit, on abolit quelque chose, mais on ne sait pas ce qui va en suivre. Autre point, c'est la coupure qui a été annoncée là, au niveau de la fête nationale. Vous savez, la fête nationale, c'est ce qui nous rassemble au Québec. Tout Québécois et Québécoises là, qui soient nés ici ou qui viennent nous rejoindre pour construire la société québécoise se reconnaît dans cette fête-là. Alors, c'est une fête qui est extraordinaire. C'est une fête nationale, disons-le comme ça. Contrairement aux autres provinces où, c'est beaucoup moins... Ils n'ont pas de fête comme telle. Ils ont la fête du Canada, bien sûr, mais ils n'ont pas de fête comme nous, on la tient ici au Québec pour justement fêter notre diversité, fêter notre Québec. Et là, le gouvernement vient d'annoncer des coupures de 20 %. Donc, on voit que le gouvernement se dirige vers, ni plus ni moins, de minimiser cette fête-là, qui pourtant, je pense, fait consensus au Québec à ce niveau-là. Autre point, rapidement, il faut se rappeler le pipeline, l'oléoduc Énergie-Est, qui, ici, dans Dautré, notamment dans Dautré, mais dans Lanaudière aussi, puis dans le Bas-Saint-Laurent aussi, et dans d'autres régions, je pense à Lanaudière, pratiquement, là, on parle de Mascouche, Terrebonne, où le projet a eu à subir les foudres de la population, parce que les gens se sont mobilisés. Ils ont expliqué de très belle façon que ce projet-là n'avait aucune retombée ou pratiquement aucune retombée économique pour le Québec, alors que les risques environnementaux sont énormes. On parle de plus de 300 rivières, cours d'eau qui seront traversés par l'oléoduc, puis pas les moindres, hein, des rivières importantes, le fleuve notamment, entre autres. Alors, c'est un projet qui nous est imposé par Ottawa. Alors, c'est là qu'on comprend aussi, je pense que c'est une belle façon de le voir aussi. C'est là qu'on comprend à quel point le fait qu'on n'ait pas tous nos outils politiques, donc d'être un pays en soi, de ne pas avoir ces outils politiques-là, fait en sorte qu'on se retrouve à se faire imposer des projets qui ne correspondent pas à nos valeurs. Je pense entre autres au fait qu'on a au Québec l'hydroélectricité, on a les énergies renouvelables, l'éolien, le thermique, etc., qui sont donc non polluants ou très moins polluants que le pétrole et les énergies fossiles.
Alors, on a tout ce qu'il faut au Québec. On peut faire l'électrification des transports. Les voitures électriques, moi, je vous prédis, puis dans 5 ans, là, il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le réseau et dans 10 ans, ça va être assez extraordinaire. Alors, il faut se diriger vers ça. Alors, ce n'est pas le temps de mettre en place des infrastructures à risque. Puis, évidemment, il y a tout j'ai assisté à la marche Action Climat à Québec qui a eu lieu ce printemps pour justement sonner l'alarme par rapport au fait qu'on produit des gaz à effet de serre et qu'on est en train de s'asphyxier au niveau de la planète. Là. Il faut arrêter. Il faut arrêter et il faut arrêter maintenant. On ne peut plus remettre à plus tard ce dossier-là. Donc, belle mobilisation. On a vu aussi à la MRC, ici, l'ensemble des élus municipaux, des maires, ont voté une résolution à la MRC contre le projet Énergie-S. C'est vraiment une osmose entre le politique et le social qui s'est produit à ce moment-là parce que les élus ont été sensibilisés par les citoyens, les citoyennes qui ont assisté à toutes les réunions de la MRC pendant, je pense, presque une année pour les sensibiliser à cela. Et finalement, les élus ont décidé de suivre leurs citoyens. Et bravo, félicitations, c'est un moment magique. Moi, je vous dis, en politique, on voit ça très, très rarement, ce genre de situation-là. Bravo aux élus, bravo aux citoyens qui se sont impliqués. Mais concrètement, là, le projet de l'EADIC, ils sont rendus où à Ottawa? Qu'est-ce qui attend là, dans le Bien là, futur, il a été reporté. Vous savez qu'il voulait faire un port à Kakuna. Donc, c'est vraiment l'endroit où les Belugas vont mettre bas leurs petits. Et donc, ils ont dû reculer. Énergie-S. Là, maintenant, ils sont vraiment à se chercher un peu un nouveau port pour le Québec, ou à tout le moins s'ils n'en ont pas. Et ils rencontrent des oppositions aussi sur le tracé qu'ils ont déposé. D'abord, ils l'ont pas... Puis il y a beaucoup de lacunes au niveau du tracé. Entre autres, ils ont refusé de publier en français l'ensemble des données, alors que ça nous touche, nous, au Québec. C'est une insulte. En fait, comme on dit, c'est l'insulte qui s'ajoute à l'injure de ne pas vouloir le traduire en français. Donc, la compagnie va prendre un recul de 2 ans par rapport à son calendrier initial. Donc, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer à travailler pour justement démontrer à toutes les instances, donc le gouvernement Philippe Couillard, qui lui dit que le Québec, ça sera sa part à l'activité économique du Canada. Pour toutes les raisons que je vous ai données tantôt, moi, je suis convaincu qu'on a tort de faire ça. Il ne faut pas aller vers ça. Il faut au contraire aller vers les énergies renouvelables. Alors, au lieu que le gouvernement Couillard enterre la politique d'électrification des transports que nous, on avions lancé, au lieu qu'il l'enterre, il devrait la porter au nu et la déployer sur le territoire pour justement être capable de dire non à des projets comme ça. Il faut arrêter d'exploiter nos ressources fossiles conventionnelles qui, on le sait, nous mènent à la catastrophe au niveau du réchauffement climatique, etc. Voilà. Vous avez parlé un petit peu tantôt du gouvernement libéral en place. Quels sont les enjeux liés aux coupes libérales et de l'austérité dans notre région? Écoutez, elles sont énormes. Elles sont d'abord sur le plan économique, elles sont sur le plan social, elles sont sur le plan culturel, elles sont sur le plan de l'éducation. Ces coupes-là, sur le plan économique, d'abord, elles sont... on a vu, le gouvernement a décidé, et comme je vous disais tantôt, il ferme les CRE. Donc, ils abolissent les CRE, ils abolissent les CLD, les CJE, les centres jeunesse... les CJE, oui, les Carrefour Jeunesse Emploi, les forums jeunesse, tout ça est aboli sans analyse des conséquences. C'est terrible. Prenons les CRE et les CLD. Vous savez que le Québec ne sera jamais plus fort qu'avec l'ensemble de ces régions. Ça comprend Montréal et Québec, bien sûr, mais il y a des régions dites éloignées qui sont beaucoup plus à risque de dévitalisation. Et là, ce qu'on fait en fermant les CRE, en fermant les CLD, on enlève les outils carrément des mains des élus, de la société civile. C'est des outils importants qu'on a développés depuis, je vous dirais, CLD, CRE, un peu moins longtemps, là, mais ça a un impact sur l'ensemble des outils qu'on s'est donnés comme société depuis les 40 dernières années pour le développement de nos régions au Québec. Et là, le danger, vous savez, quand vous fermez des organismes comme ça. Et là, il n'y a pas de plan. Là. On ne nous dit pas, ben, écoutez, on ferme les CRE, mais regardez ce qu'on va faire. Non, non. Encore là, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan B, il n'y a rien. Le gouvernement, il coupe, il sauve de l'argent à court terme, mais à moyen et à long terme, on va tous y perdre. On ne peut pas... Moi, je suis pour le changement. Moi, vous voulez qu'on fasse du changement, on va faire du changement, mais on va planifier le changement. Et on va dire, oui, d'accord, on fait ceci. En contrepartie, voici ce qu'on va mettre en place. Peut-être que ça sera plus efficace et ça sera sur des analyses solides qu'on va proposer la solution, l'autre solution. Mais on ne peut pas couper comme ça en ne proposant rien.
Parce que là, ce qui va arriver, ce qui risque d'arriver, et ce qui arrive déjà d'ailleurs, c'est l'effet domino. Hein? Vous savez, les petits dominos, là, on en touche un puis tout le monde débarque. Là. Bien, le danger, il est là. Là, on coupe dans les CRE, on coupe dans les CLD, dans les Carrefour Jeunesse Emploi. On fait des coupes importantes, ça, c'est sur le plan économique. Et là, bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des villages, des petites municipalités qui sont touchés par cela. Et on assiste à ce moment-là, parce que ce que fait le gouvernement aussi, il centralise beaucoup maintenant sur Québec. Hein, Québec et Montréal. En centralisant, bien, l'abolition des postes qu'il fait en région, bien, les gens déménagent puis s'en viennent travailler à Montréal et Québec. Et là, on assiste, sur le plan démographique, à des pertes importantes de gens qui quittent. Et s'ils quittent les villages, s'ils quittent les régions d'où ils étaient pour venir à Québec-Montréal, c'est bon pour Québec-Montréal, mais pour la région, c'est très, très dur. Parce que là, vous allez avoir des pertes fiscales au niveau municipal, vous allez avoir une dépréciation des maisons. Je vais loin, là, mais c'est vers ça que ça nous mène, dans le fond. Donc, c'est ça quand on n'a pas de plan puis qu'on décide d'agir tout azimut sans tenir compte d'aucune analyse d'impact. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan social, évidemment, ça va avoir des conséquences, tout ça. Parce que qui dit perte économique dit nécessairement des conséquences sur le plan social. Sur le plan de l'éducation, ils ont coupé 26 postes au SAMAR. Ils ont reçu une commande de Québec. Québec a dit d'aller couper 26 postes. Et ce sont des professionnels qui viennent en aide à nos jeunes. Le meilleur investissement, puis ça, si tout le monde s'entend sur la planète là-dessus, là, tous les chercheurs du monde s'entendent là-dessus, là, le meilleur investissement qu'on peut faire comme société, c'est de le faire dans notre matière grise, c'est de le faire dans nos jeunes. Nos jeunes, demain, c'est vous, c'est nos jeunes qui vont prendre la place, les commandes de l'État québécois, et c'est vraiment là qu'est l'avenir. Alors, quand on fait ce que le gouvernement vient de faire pour les SAMAR, déjà que nous avons malheureusement beaucoup de difficultés, on a beaucoup de décrochage, on a beaucoup de difficultés de diplomation, est-ce que dans des délais corrects. C'est très dur ici présentement dans la Naudière, notamment dans la MRC de Dautrey et Matawini. Et là, ce que le gouvernement fait, il va juste empirer les choses. Et c'est nos jeunes qui vont écoper. Et ça a des conséquences sociales aussi. Ça a des conséquences pour notre avenir. Plan culturel, même chose. On voit que le gouvernement, je parlais de la fête nationale tantôt, mais bon, bref, on se bat, nous, comme opposition officielle, puis évidemment, on essaie d'avoir l'appui de la population pour que ce gouvernement-là cesse d'agir comme il agit de façon totalement là, inconsidérée. Parce qu'il a décidé qu'il voulait atteindre l'objectif. Puis tout le monde est d'accord avec ça, qu'on doit équilibrer les finances du Québec. Mais si on équilibre les finances du Québec à court terme puis qu'on crée des problèmes à long terme dans les régions, eh bien, à très long terme, c'est les finances du Québec qui vont souffrir aussi. Alors, il y a une façon de faire présentement qui est malheureusement là, totalement irresponsable là, de la part du gouvernement. Parlez-nous maintenant de certains dossiers importants pour la circonscription de Berthier. Qu'est-ce qui se passe chez nous de bon? Bien, écoutez, qu'est-ce qui se passe chez nous? Je vous dirais, pour la circonscription de Berthier, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, puis je ne veux pas être négatif à tout azimut, là, au contraire. Là. Il se passe de belles choses parce que vous savez qu'on a 25... On parle de Berthier, la circonscription de Berthier. Il y a 25 municipalités et il y a la communauté Atikamekw. Oui. Et il y a dans ces 25 municipalités-là des gens extraordinaires. Ils sont tous extraordinaires, mais il y en a qui sont plus un peu et qui s'impliquent beaucoup et qui fait en sorte que nos communautés, nos villages sont très dynamiques, très vivants. Alors, je le sais parce que moi, je suis appelé à aller à des événements dans l'ensemble du comté. Je peux vous dire une chose, c'est essoufflant par moment. Oui, parce que il y a des journées où je fais 5-6 événements. Alors, ça peut être à Saint-Michel-des-Saints, à l'Île-du-Pas, en passant par Saint-Barthélemy, par Lavaltrie. Donc, c'est très, très actif. Donc, il y a une vie qui est là, c'est vivant. Les gens, ils veulent se donner une belle qualité de vie. Ils construisent de façon très constructive, finalement, si je peux le dire comme ça, là, leur communauté. Par ailleurs, évidemment, et on se bat pour, justement, et avec les citoyens, entre autres, je vous dirais, je parlais de Saint-Michel-des-Saints. À Saint-Michel-des-Saints, il y a le CLSC présentement. Le CLSC à Saint-Michel-des-Saints a toujours eu un statut de stabilisation qui lui permettait d'avoir des montants d'argent supplémentaires. Parce que avoir des médecins à Saint-Michel-des-Saints, c'est peut-être un peu plus difficile.
parce que c'est quand même assez éloigné, mais il y a une population qui est là et il faut la desservir. L'État a le devoir de desservir la population où qu'elle soit. Donc, de réussir à convaincre des médecins d'être là, des fois, il y a toujours le côté incitatif monétaire. Et là, on a aboli, le gouvernement a aboli donc cet incitatif-là parce qu'il a mis fin de stabilisation des malades, là, il a mis fin à ce programme-là. Alors là, nous, ce qu'on dit, en contrepartie, déclarer Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon et la communauté Atikamekw comme étant, je vous dirais, régions éloignées, parce que ça existe dans les programmes du gouvernement, les régions éloignées, et là, il y a un incitatif financier qui est rattaché à ça. Donc, on travaille très fort avec les gens de Saint-Michel-des-Saints pour obtenir ce statut-là. Et ça fait 2 ans, je vous dirais, qu'on y travaille, parce qu'on voyait venir là, que le programme de stabilisation serait aboli. On voyait venir ça. Et là, on veut s'assurer que Saint-Michel-des-Saints pourra avoir les moyens d'avoir des services en santé sur son territoire. Toujours en santé, il y a eu, quand je vous disais tantôt qu'on a des communautés dynamiques, là, il y a émergé un jour, dans la Naudière, un projet extraordinaire qui s'appelle les infirmières rurales. Au lieu de dire, ben voici, il y a 4 villages, ça va être dans ce village-là qu'il y aura des cliniques pour prélèvement sanguin. Puis là, les gens prennent leur auto le matin, ils quittent leur village pour aller dans ce village-là. Mais là, c'est l'infirmière rurale qui se promène de village en village. Et ça, c'est fantastique. Alors, il faut que ça demeure, il faut que ça reste. C'est un projet qui émane des citoyens. C'est un projet qui est mis en place pas mal dans toute la circonscription présentement. Il y a encore des endroits à couvrir, là, mais c'est un programme qui va bien. Alors, on essaie de convaincre le gouvernement de préserver ça et de s'assurer que les argents soient là pour qu'ils puissent demeurer ce projet-là. Alors, ça aussi, c'est un combat qu'on mène très fort. Un combat fort simple. À Saint-Côme, ils ont un médecin présentement. Ils ont réussi à avoir un médecin, le médecin Heartland, M. Heartland, qui travaille 1 journée par semaine à Saint-Côme. Et là, la demande est un peu plus forte. Alors, il fait 2 jours semaine à Saint-Côme. Mais là, le gouvernement a décidé de couper 8 000 $ pour l'aide d'une secrétaire. Alors, c'est un peu fou, là. Les gens de Saint-Côme ont réussi... et puis de longue date, ça fait 3 ou 4 ans qu'on essaie de recruter ce médecin-là. Là, on a réussi à l'avoir. Il a tout passé les étapes là, du Collège des médecins, les examens. Il s'est fait superviser par d'autres médecins. Aujourd'hui, il est bel et bien en selle, il est en place. Et là, pour 8 000 $, on met à risque que ce médecin-là ne puisse pas avoir 2 jours semaine à Saint-Côme, alors qu'il offre vraiment un service essentiel. L'autre point, eh bien, c'est bien sûr, c'est la mise en place avec le projet de loi 10 du gouvernement Couillard, M. Barrette. C'est le projet de loi 10, donc, sur la création des 6 qu'on appelle les CISSS, là. Ça commence à être compliqué, là. Mais donc, c'est une méga structure qui se met en place et pour s'assurer que tout ça se déploie correctement, même si on est contre cette façon de faire-là, parce qu'on considère qu'on va toucher aux soins de proximité. Plus la structure est grosse, appelez chez Bell. Je ne veux pas faire de fausse publicité pour Bell. La mauvaise publicité pour Bell, essayez d'appeler chez Bell, vous allez voir si c'est quelque chose. Alors, plus la structure est grosse et plus c'est difficile d'entrer en contact avec des gens qui puissent aider la population directement. Donc, malgré cela, on donne une chance aux coureurs. C'est en place, il faut vivre avec. Et donc, on a rencontré il y a à peu près 1 mois le nouveau dirigeant, M. Castonguay. Et là, on va le rencontrer à nouveau d'ici la fin du mois de juin. M. Castonguay, justement, pour s'assurer, et quand je dis on, je parle de mes collègues aussi, Véronique Yvon de Joliette, Nicolas Marceau et Mathieu Traversy de Terrebonne. Et donc, on va le rencontrer à nouveau pour faire le point sur la situation à l'heure actuelle. Évidemment, ça m'amène un dernier point là-dessus. Ça m'amène à vous dire que vous savez que lorsqu'on était au pouvoir de 2012 à 2014, Dr Régent Hébert, qui était ministre de la Santé à l'époque, a réussi à faire fondre l'iniquité parce qu'on sait que la Naudière est traitée inéquitablement à travers le Québec. Et il y avait un manque de moins 40 millions. Avec le travail de Régent Hébert, on a diminué de moitié ce manque-là, qui est maintenant à moins 20 millions. Et là, ce qu'on veut savoir de M. Castonguay, c'est est-ce que le gouvernement Couillard va terminer le travail et s'assurer qu'on soit traité dans la Naudière de façon équitable et correcte. Donc, d'amener les corrections nécessaires, de continuer le travail qu'on avait réussi à faire avec M. Régent Hébert. Et donc, que cette iniquité-là, finalement, là, soit du passé, on l'espère, d'ici 1 année. Là. Si on va vers l'agriculture et pêcherie et alimentation au Québec, à quel enjeu devrait faire face la province? Le plus grand enjeu présentement, là, en fait, il y en a plusieurs. Mais allons-y avec les 2 principaux, je vous dirais. D'abord, c'est la relève agricole. Il sort de nos écoles 900 jeunes par année.
900 jeunes qui veulent travailler en agriculture. Bien sûr, ce ne sont pas tous de futurs entrepreneurs, parce que qui dit ferme agricole, on l'oublie souvent, là, mais c'est des entrepreneurs, ces gens-là. Toutes les fermes, il y en a 30 000 au Québec, ce sont tous des entrepreneurs, parce qu'ils ont vraiment une entreprise à gérer. Oui, la passion de l'agriculture, mais aussi la gestion, qui est des fois un petit peu moins plaisante, là, mais il faut la faire quand même. Donc, ce sont des entrepreneurs dans l'âme, puis ce sont aussi des passionnés dans l'âme. Donc, 900 jeunes qui aspirent à travailler en agriculture au Québec, c'est pas rien. C'est surprenant comme chiffre, je vous dirais. Alors, il faut s'assurer que ces jeunes-là puissent avoir accès à des terres agricoles, parce qu'ils n'ont pas tous la chance d'avoir des parents qui possèdent une terre, puis une ferme, puis de prendre la relève. C'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Alors, il y a tout le côté, le coût des terres, vous savez, qui augmente beaucoup. On parle d'accaparement des terres ou de mainmise sur les terres agricoles au Québec où il y a des entreprises, on parle de financiarisation, donc des entreprises avec des budgets assez colossales qui décident d'acheter des terres pour en faire de la spéculation souvent, pour les revendre plus tard. Bon, bref, les terres au Québec sont devenues des valeurs de refuge. La bourse, présentement, c'est à 1 2 Les gens ne vont pas à la bourse placer leur argent, là. Ils préfèrent, évidemment, investir dans des valeurs refuges comme l'or, mais comme les terres agricoles. Et juste vous dire que sur la planète, à chaque année, et ça, c'est les chiffres de l'ONU, on perd 30 millions d'hectares de terres agricoles par année. 30 millions d'hectares, soit par l'érosion, soit par l'appauvrissement des sols. Bien sûr, au Québec, ce n'est pas le cas. Mais à travers la planète, c'est le cas. Et la planète, bien, c'est un monde fini. Hein? On la voit bien quand on la voit de la Lune, la Terre, c'est un monde fini. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on perd des terres, en contrepartie, la population mondiale augmente à un rythme assez important. Donc, il va y avoir un problème. Il va y avoir une inadéquation à un moment donné là, qui va se produire, un équilibre qui risque d'être brisé. Donc, les terres agricoles deviennent des valeurs refuges. Et ça fait monter le prix des terres agricoles au Québec, entre autres. Alors, d'où le problème de notre relève agricole. Donc, il faut travailler là-dessus, permettre à nos jeunes. Puis vous savez, un Français, là, j'aime beaucoup les Français, là, un Français qui débarquait ici en 1970, là, en plein mois de février, avec des vents 60 km/h à moins 30, là, puis 3-4 pieds de neige, là, puis qui avait juste du bébé doc à boire, là. Il devait trouver le temps long. Puis les produits du terroir, je ne dis pas que c'était pas bon à l'époque. Nos mères faisaient des miracles avec pas beaucoup de choses. Là. Puis c'était merveilleux ce qu'on mangeait. Mais imaginez le Français quand même qui arrive ici. Et regardez maintenant, 40 ans plus tard, on est compétitif sur la scène internationale au niveau des fromages, au niveau des vins, au niveau des produits du terroir. Il s'est développé une diversité absolument extraordinaire. Donc, il y a un potentiel là qui se développe, malgré les difficultés qui se développent. Il faut être pessimiste, il faut être optimiste. On peut être pessimiste, mais il faut aussi être optimiste. Il faut être optimiste. Il y a un potentiel là qui se développe malgré les difficultés. Alors, il faut donner un coup de pouce supplémentaire pour que, justement, notre relève puisse trouver sa place au Québec en agriculture. L'autre point, c'est la gestion de l'offre. Vous savez que le gouvernement Harper a sacrifié la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, là, c'est ni plus ni moins, on parle du lait, on parle des œufs, puis on parle du poulet et du dindon. Il est moins connu un peu, celui-là. Et du dindon. Donc, c'est la gestion de l'offre, c'est qu'on s'assure qu'il y a un équilibre entre la demande et la production. Ce qui permet de maintenir les prix stables, ce qui permet à nos entreprises d'être capables de pouvoir avoir de la prévisibilité, donc de pouvoir faire les choses correctement, puis d'en vivre aussi correctement. C'est ça la gestion de l'offre. Et là, on a vu Harper a fait une brèche avec l'entente Canada-Europe dans la gestion de l'offre, où il a sacrifié nos producteurs laitiers et fromagers du Québec pour donner un coup de pouce à ces producteurs de bœuf de l'Ouest. Encore là, on subit, hein? Le Québec subit ces décisions-là qui vont contre nous, mais finalement, sur le plan politique, on n'a pas notre souveraineté, donc on doit subir, malheureusement. Alors, il y a ça. Puis là, il y a une autre négociation très, très importante qui s'appelle le partenariat transpacifique, qui comprend donc les pays de l'Asie et les États-Unis et le Canada. C'est un très gros traité, effectivement, qui se négocie présentement. Et c'est très clair que Harper a décidé de sacrifier la gestion de l'offre pour pouvoir signer ce traité-là, qui, soit dit en passant, comme par hasard, va se concrétiser plus vers les élections, plus après qu'avant, je vous dirais. Okay. Ce qui fait en sorte que présentement, ces négociations-là se font à porte close. On n'a pas le droit au chapitre. Le Québec n'a pas de voix. Le ministre Paradis de l'Agriculture au Québec n'a aucune voix. Même le premier ministre n'a aucune voix. La seule issue possible pour influencer cette négociation-là, pour qu'elle soit non pas au désavantage du Québec,
sans être à son avantage, mais qu'elle ne soit pas au désavantage du Québec, c'est que le gouvernement Harper, pas le gouvernement Harper, pardon, le gouvernement de M. Couillard, le gouvernement du Québec, dise clairement aujourd'hui que si la gestion de l'offre est touchée par l'entente du partenariat transpacifique, que le Québec ne signera pas l'entente. Et s'il disait ça aujourd'hui, il mettrait fin à toutes les spéculations, malheureusement, qui font mal présentement à nos entreprises au Québec, producteurs laitiers, producteurs des œufs, qui font très mal à ces gens-là parce que ces gens-là n'investissent pas, ils attendent, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui va arriver. Alors, si le gouvernement Couillard disait cela aujourd'hui, ça mettrait fin à toute spéculation et le gouvernement Harper n'aurait d'autre choix que de respecter cela parce qu'il faut se rappeler que si le Québec ne signe pas l'entente, l'entente n'aura pas lieu. Donc, il faudrait que le gouvernement de M. Couillard soit courageux pour une fois et dise « Nous ne signerons pas l'entente si la gestion de l'offre est touchée par l'entente ». Bien, merci beaucoup, M. Villeneuve. C'est ce qui clôt déjà notre émission pour aujourd'hui. Alors, passez un bel été. Ben oui, ben vous aussi, et vos auditeurs. Je leur souhaite de passer un été fantastique. Amusez-vous. Bonne fête nationale en passant aussi. Merci à cet automne, alors. Merci beaucoup.